Je le disais tantôt, le gouvernement congolais se félicite des avancées du programme de l'exercice du budget en cours, donc 2003 déjà évalué à 16,6 milliards de dollars américains. En satisfait des dirigeants en contradiction, il faudra le dire, avec les réalités sur terrain. Les prix des denrées alimentaires et autres produits ne cessent de grimper. Un accroissement budgétaire, il faudra le dire, dans un contexte plutôt électoral. C'est le troisième dossier. Plus de 40 000 milliards de francs congolais, soit 16,1 milliards de dollars américains de prévision budgétaire de 2024. C'est encore osé pour la RDC. L'annonce a été faite par le gouvernement au terme de la réunion du Conseil des ministres de la semaine dernière. Le pays est passé de 6 milliards de dollars en 2018 à 16 milliards cette année et la croît de 24,7% pour l'an 2024. L'opinion se demande d'où seront tirées ces ressources quand l'on sait que les prévisions de l'exercice en cours sont encore difficiles à satisfaire. Mais ce qui est vrai, le Congo-Kinshasa ne manque pas les potentiels pour s'offrir un gros budget à la hauteur de ses ambitions et en tant que l'un des pays les plus riches de la planète en ressources naturelles. Quels sont les efforts mis en place par le gouvernement pour réaliser les recettes utiles au financement de ces prévisions budgétaires? Quelles sont les éventuelles tendances des marchés l'année prochaine? Que malgré les récentes turbulences sur le marché des biens et services sur le marché de change, ces projets de loi des finances a été élaboré dans l'hypothèse d'une croissance soutenue de 6,4%, d'une inflation de 10,9% en moyenne annuelle à la suite des mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique. Il contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. En vue de la stabilisation accrue de recettes, la politique fiscale préconisée pour l'exercice 2024 est essentiellement orientée vers l'élargissement de l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et l'écoulage de recettes, ainsi que la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées ces dernières années dans le but de lever la pression fiscale. S'agissant des dépenses, elles sont chiffrées à 40 464 milliards de francs congolais, en équilibre avec les recettes correspondant tant pour le budget général, les budgets annexes que pour les spéciaux. Avec les années Covid et la crise russo-ukrainienne, tous les marchés du monde se sont affolés. Partant du marché des biens et services à celui des capitaux, même le marché du travail n'a pas échappé à la crise. Sur ce point, les États sont restés un peu plus prudents dans la projection de l'avenir. C'est dans cette logique que le gouvernement de la RDC a baissé et même supprimé quelques charges fiscales sur les entreprises et les biens de première nécessité. En matière de recettes, les actions visent à augmenter les niveaux de recettes publiques, les réformes pour l'élargissement de l'assiette fiscale, la poursuite des réformes fiscales et douanières, la poursuite du processus de digitalisation des impôts et des taxes, les recours aux emprunts sur les marchés financiers domestiques et internationaux, la mise en œuvre de la politique fiscale et douanière préconisée sur la période permettrait un accroissement annuel des recettes fiscales et non fiscales de 14,5% et situerait la pression fiscale à 14,2% en moyenne. En ligne de mire, l'objectif était de protéger le pouvoir d'achat et garder un certain équilibre entre les revenus moyens des ménages et les prix sur les marchés, sans oublier la pression fiscale qu'il faut surveiller en permanence pour ne pas tuer l'économie. D'où dans les prévisions macroéconomiques de l'année prochaine, le gouvernement a tablé sur une croissance de plus ou moins 6%, le taux de change à 2518,3 francs congolais contre $1 américain et l'inflation à 10%. En d'autres termes, la vie chère d'aujourd'hui est reconduite, mais cette fois-ci, avec un peu moins de spéculation, pourvu que les pouvoirs publics gardent le contrôle sur les stocks des biens de consommation et la structure des prix sur le marché. C'est d'ailleurs l'une des mesures d'encadrement formel du secteur de l'économie, recommandée par les spécialistes pour rendre le terrain favorable à l'optimisation des recettes publiques. Mais pour son budget, le gouvernement va recourir à ses services d'assiette, l'emprunt, mais surtout à la planche à billets, une autre cause majeure de l'inflation et de la dépréciation de la monnaie nationale. La bonne élève des 2 dernières années parmi les régies financières demeure la Direction générale des impôts, à qui reviendra les assignations d'environ 7 milliards, suivies des recettes administratives et douanières. Cette fois-ci,
les recettes des provinces seront également suivies de près. C'est ainsi que le gouvernement veut surtout diversifier les niches fiscales pour ne pas laisser au seul secteur minier le leadership de contribution dans le budget comme d'habitude, avec presque 50% de revenus. C'est peut-être aussi sur la rente pétrolière que la RDC compte augmenter son budget, grâce à l'accord signé entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Il a enfin rétabli la RDC dans ses droits sur l'exploitation conjointe des réserves de pétrole situées dans la zone maritime d'intérêt commun, la ZIC, sur la façade atlantique des deux pays. Il va, à coup sûr, œuvrer pour l'émergence d'un partenariat mutuellement bénéfique dans une Afrique en quête de son identité. Nos deux pays possèdent des ressources naturelles abondantes. Certains projets militent pour la coopération économique entre nos deux États, le déficit énergétique étant l'un des handicaps majeurs à l'industrialisation de notre zone économique régionale, et particulièrement celle de la SADC et de la CEAC. Il offre une grande opportunité au projet intégrateur Grand Inga. La relance de l'économie angolaise par la fourniture de l'énergie électrique, telle que formulée d'ailleurs par la République d'Angola, à travers une lettre d'intention d'achat de 5000 MW, augure aussi un espace de coopération bénéfique pour nos deux peuples. Qu'à cela ne tienne, le pays de Félix Tshisekedi devrait maximiser sur la collecte de la TVA, qui avoisine les 50% sous d'autres cieux. Le gouvernement veut aussi capitaliser le secteur informel, à travers notamment l'instauration dernièrement du guichet unique de paiement de la rente et l'impôt forfaitaire sur le bénéfice et le profit, en faveur des provinces et la Direction générale des impôts. L'optimisation des recettes publiques en 2024 passera aussi par la traçabilité de l'impôt professionnel sur les rémunérations, qui exige aux employés de déposer à l'échange de chaque 30 mars une déclaration récapitulative individuelle au siège de l'administration fiscale de son entité de résidence. Autre réforme, le gouvernement veut finalement faire payer aux employés locaux des missions diplomatiques accrédités en RDC aux expatriés, membres des agences d'exécution et fonctionnaires internationaux. Les moyens pour financer sa politique, le gouvernement en a besoin. Les dépenses de tous ordres seront effectuées notamment pour le processus de la réforme de l'armée, la sécurité et le soutien à l'effort de guerre, l'éducation, la santé, sans oublier les investissements dans le secteur social et des infrastructures. Toutefois, les débats seront houleux au Parlement à partir de ce 15 septembre. Une rentrée essentiellement budgétaire où chaque député va se positionner aussi par rapport aux intérêts de son propre fief. Le Premier ministre et ses ministres sectoriels promettent de défendre leurs documents feuille après feuille face à une autorité budgétaire qui ne s'avoue jamais vaincue par les politiques gouvernementales, très souvent jugées inefficaces. Just wait and see. Alors, un budget qui s'accroît, et on l'a dit dans ce reportage, vous l'avez suivi, de 6 à 16,6 milliards. Est-ce qu'il faudrait plutôt se réjouir de l'accroissement du budget, finalement, quand on sait qu'il n'y a toujours pas un répondant au niveau du social? Bah écoutez, ça dépend du programme qui a été instauré par le gouvernement central. Mais je pense que lorsqu'on parle de 16 milliards, vous savez qu'on peut même aller beaucoup plus que ça. Évidemment, oui. Parce qu'en fait, un budget, c'est ce que l'on prévoit à atteindre. Je vous parle un peu de ma petite expérience lorsque j'étais à la commune, lorsqu'on était à la province. Là-dedans, évidemment, il y a les taxes, il y a des revenus, mais surtout, c'est par rapport aussi à ce qu'on appelle les amendes transactionnelles, ce qu'on appelle les recettes accidentelles, qui sont très importantes. Je peux vous citer un exemple. Beaucoup de personnes sont en train de construire, ils ne respectent pas le mur mitoyen, qui normalement, la loi prévoit, il faut 5 mètres par rapport au premier occupant. Donc, vous savez que là, c'est taxable par rapport à tout ce qui est amende transactionnelle. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on parle de 16 milliards, ça peut aller beaucoup plus. Mais c'est vrai que, bon, il faut voir quelle est la politique gouvernementale au niveau du social. Et je crois que par rapport à travers plusieurs actions que, évidemment, certaines personnes décrivent à tort ou à raison que le chef de l'État prend au ce gouvernement, ils disent que ce n'est pas assez. C'est vrai qu'au niveau du social, ça ne sera jamais assez, parce que lorsqu'on regarde cette population, notamment lorsqu'on regarde de l'Afrique, d'ici 2050, elle va compter à peu près de 3 milliards de personnes. Les 3 capitales qui sont les plus peuplées, il faut compter notamment la RDC.
passé. Donc à ce niveau-là, il faut encore plus extrapoler, il faut anticiper, il faut prévoir au niveau urbanistique, au niveau de l'aménagement, au niveau du social, au niveau de l'économie. Donc vous voyez, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et je crois que au niveau du social, ça va venir. C'est pour ça que je dis ça, c'est un des grands enjeux où je crois que le chef de l'État prépare de grandes surprises pour son prochain quinquennat. Si lui-même déclare qu'il est candidat, évidemment. Alors justement, on l'a toujours décrit, hein, le coulage des recettes évidemment et autres. Est-ce que vous pensez que finalement, on va peut-être l'épingler ici, qu'un grand travail a été fait au niveau justement de coulage des recettes? Écoutez, si déjà on arrive à avoir un budget aussi énorme qui est passé de 6, comme on dit, à 16 milliards, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'efforts. Certains pensent que c'est juste des chiffres. Hein. Bon, ça peut être des chiffres, mais ça peut aussi être, comme on a parlé, de certaines compagnies minières qui ne versaient pas leurs taxes, d'autres personnes qui ne payaient pas leurs taxes, ou qui préféraient aller à gauche pour faire ceci et cela, ou qui déclaraient en deçà de ce qu'ils réalisaient exactement. Donc c'est pour ça que le gouvernement a vu ça, il a tablé. Encore une fois, je dis, le budget, c'est ce qu'on prévoit justement d'atteindre. Alors quand on a vu, par exemple, que ce soit les compagnies minières, d'après ce que je vois, elles contribuent quand même à 50%, je veux dire, de nos recettes. Et on a vu certaines d'entre elles ne payaient pas. On a vu d'autres compagnies aussi, que ce soit au niveau des douanes, que ce soit au niveau des constructions. Donc, tout cela, les personnes ne déclaraient pas. Alors du coup, évidemment, il y a du travail, que ce soit du ministre des Finances, que celui du budget, justement de budget d'ici, dire voilà, maintenant nous avons fait ça. Maintenant, nous devons atteindre cela. Mais ça veut dire aussi qu'ils ne vont pas atteindre seuls. Ça veut dire qu'il faut que tous les travailleurs qui sont là, qui travaillent dans ces secteurs, aussi dans tous les ministères, parce que tous les ministères sont des services génératrices de recettes. Et il faut pousser ça. Mais ça veut dire aussi que lorsque vous êtes dans un ministère, vous devez créer. Beaucoup de personnes disaient que oui, il faut des caméras, ceci, cela. Mais je peux vous dire que tous ces textes existent. Et il faut les enclencher, et il faut les pousser. Et encore une fois, je dis, on peut prendre toute série de textes au niveau du gouvernement. Si le service qui est censé les exécuter, les appliquer ne le fait pas, la police, et je crois que vous avez entendu ici dans les mesures prises par le chef de l'État, il a parlé, nous-mêmes on a été vite en besoin, il a parlé de la réforme de l'armée et aussi de la police. Et lorsque moi-même j'étais ministre provincial de l'Intérieur, j'ai dit qu'il y a une loi qui mérite d'être réformée, c'est la loi portant organisation et fonctionnement de la police, qui place cette police qui est à la province, à la sanction du ministre national de l'Intérieur. Et à ce juste titre, les problèmes que nous avons connus au niveau des provinces, elles se répercutent au niveau des communes, que ce soit au niveau des quartiers. Et la police, c'est une police administrative. Mais qui prend les mesures de police administrative? Ce sont les autorités politico-administratives. La police les exécute. À partir du moment où on a une police qui commence à prendre des mesures à les exécuter, il faut qu'elle nous montre dans quel budget. Ils dépendent du ministre national de l'Intérieur. Et il faut changer cela pour que justement, ils soient soumis à la sanction du commissaire provincial, parce que c'est vrai que l'ordonnance leur donne le grade. Mais qu'est-ce qui prime? Le grade ou la fonction? C'est la fonction. Ils sont mis à la disposition du gouverneur de province, des bourgmestres, etc., et des chefs de quartier. Ça, c'est l'une des lois, en tout cas. C'est une des raisons pour laquelle je veux aller au national, pour justement pousser là-dessus. Et je crois que c'est très important, ça remettra de l'ordre. Et vous verrez qu'en matière de poursuite, en matière de ceci, en matière notamment de maximisation des recettes, on aura des résultats parce que cette police doit exécuter ces textes. Et chaque ministère a sa police aussi, qui est une police spécialisée, etc., etc. Alors, je me souviens, dans ce reportage, on a parlé notamment de la diminution pour accroître les recettes, la diminution de certaines charges. Mais comment parvenir de manière un peu plus concrète lorsqu'on sait que, par exemple, les institutions ont toujours été budgétivores? Je crois que peut-être qu'il y aura des surprises là aussi, hein, mais c'est vrai que, pour ne parler que de là où on était, c'est vrai que vous avez chaque service, chaque ministère a ses services dépendants. À partir du moment où vous commencez à les démembrer pour créer justement des coordinations, évidemment, ça crée des services budgétivores. Mais avec des postes ministériels parfois qui peuvent se rassembler, on en fait simplement pour donner des postes à certains? Oui, malheureusement, mais encore une fois, il faut que les gens comprennent ce travail-là. Vous savez, lorsqu'on rentre dans un poste, je ne parle que du domaine des provinces, de notre province, que ce soit au niveau des communes, parce qu'il n'y a pas de communes plus pauvres ou plus petites ou moins riches que les autres. Lorsque vous rentrez dans ce service-là, vous devez créer. Vous devez connaître votre job description, vous devez connaître tous les textes et lois qui vous régissent pour notamment aller de l'avant. Je vous cite un bête exemple, je sais que vous êtes pressé. Notamment, il y a l'édit 003 portant mesures d'assainissement et d'environnement dans la ville de Kinshasa, qui dit ceci, qu'il est fortement interdit à toute personne de mettre des entreposages de matériaux de construction. En construction, il doit présenter son plan d'aménagement. Il ne peut pas jeter des immondices. Il doit nettoyer à 10 mètres devant, etc., etc. S'il ne le fait pas, il ne peut pas couper des arbres. S'il ne le fait pas, il ne respecte pas ça. Les amendes vont jusqu'à 50 millions de francs congolais. Alors vous pensez bien que lorsque, par exemple, au niveau d'une commune, il présente son budget, il ne prend pas ça en compte. Mais lorsque cela arrive, il faut qu'on appelle ça des recettes accidentelles. Mais encore faudrait-il que le bourgmestre, avec son centre d'ordonnancement, prenne une décision
sanctionnons cela, appelons ça un correctif budgétaire pour incorporer cela. C'est ça qu'on appelle des recettes accidentelles. Et je crois que là-dedans, au niveau du gouvernement central, tout ça est pris en compte. Et on a vu que certaines personnes ne payaient pas des taxes. Lorsque vous et moi, nous avons des télévisions, des antennes, il y a le droit de rediffusion au niveau de la télévision que nous ne payons pas. Alors c'est pour ça que je dis, on parle de l'état de droit, on parle de la démocratie. Vous savez que la démocratie, parfois, elle est sévère parce qu'on dit que voilà, vous voulez ça, mais vous devez accomplir cela en échange. Et chacun doit jouer son jeu. Didier Tinguete Lito, je rappelle que vous êtes secrétaire interfédéral de l'UNC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. C'en est fini pour ce numéro. Je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets à débattre.